Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans ces 2 journées de la mobilité, journée digitale et européenne, avec des webinaires qui se succèdent à peu près toutes les heures. Le deuxième de la journée, nous avons comme invité Mathieu Échalieu, qui est directeur associé chez GAC Technologies, et puis Stéphane Montagnon, qui est également directeur associé, mais chez Olson cette fois. La thématique que nous allons aborder, c'est comment l'intelligence artificielle va pouvoir aider les gestionnaires de parcs dans leur objectif RSE. La RSE étant la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, ou alors dans leurs objectifs de transition, ou dans leurs nouveaux objectifs de mobilité. Alors, on peut peut-être commencer par une légère présentation. Mathieu Échalier, vous présenter et puis nous dire en 2 mots ce qu'est GAC Technologies et ce que GAC Technologies fait pour les flottes auto. Oui, bonjour à tous, bonjour Yves. GAC Technologies est éditeur logiciel. On développe un logiciel donc, de gestion de flotte automobile pour accompagner les gestionnaires, mais également les acheteurs et les responsables RSE qui commencent à faire leur entrée de plus en plus prégnante dans notre logiciel. Agglomération de données, on le verra tout à l'heure, données hétérogènes, et puis restitution au travers de widgets et de petites fonctionnalités d'assistance pour aider au quotidien tous les utilisateurs. D'accord. Stéphane? Bonjour à tous, donc Stéphane Montagnon, associé chez Olson. Et Olson, on est un spécialiste des flottes automobiles, de la performance des flottes, et on a différentes activités, notamment le conseil sur la réduction de coûts, l'organisation de la gestion de parc et l'accompagnement dans la transition énergétique, l'électromobilité. Ensuite, on fait du fleet management et de la formation pour les gestionnaires de parc. Alors Olson, je connais moins bien, ça existe depuis combien de temps? Olson depuis un peu plus de 3 ans. Donc on est 3 ans, on a une quarantaine de clients, on gère à peu près 15 à 20 000 clients véhicules sous contrat en conseil, et un peu moins de 2000 en fleet management. Et comment on vient à la gestion de flotte? Parce que le terrain est quand même bien occupé. Il y a 3 ans, comment on a l'idée de revenir sur la gestion de flotte? Ça, c'est la première partie de la question. Et la deuxième, je vous demanderai d'y répondre tous les deux, c'est pourquoi vous travaillez ensemble et sur quoi et comment? Alors, moi, je suis le fondateur d'Olson, et il y a 3-4 ans, j'ai constaté qu'il allait y avoir besoin de faire une transition des pratiques du B2C vers le B2B, c'est-à-dire qu'on avait beaucoup plus de solutions de mobilité quand on était un particulier qu'un professionnel, et qu'il allait y avoir un besoin d'accompagnement des entreprises dans cette transition. Et puis le sujet de la transition énergétique, où on voyait le mur arriver pour les entreprises qui étaient habituées à avoir du 100% diesel, et passer à autre chose, ça n'allait pas être simple parce que ça nécessitait beaucoup de conduite du changement. C'est venu de là. Donc il y avait de la place pour ça. Enfin, le marché semble dire qu'il y a de la place. Alors, il y a combien de temps que vous travaillez ensemble et sur quoi, Mathieu? On se connaît déjà de nos anciennes vies, entre guillemets. On se suit depuis longtemps. On se connaît en tant qu'entrepreneur également. Et donc, du coup, ensuite, notre collaboration au niveau de l'activité flotte automobile, elle est complètement naturelle dans le sens où, GAC Technologies, nous, on reste concentré, focusé sur un seul métier, celui de l'édition logicielle, qui est un métier à part entière, qui n'est pas complètement évident. Et on ne veut pas se fourvoyer à aller sur d'autres métiers tels que la télématique, tels que le conseil, tels que la revente. Et donc, du coup, on s'associe et on travaille très étroitement avec des gens comme Olson pour offrir une offre complète, conseil en accompagnement en fleet, là où nous, on ne sait pas faire. Et puis, on essaie d'accompagner Stéphane et ses équipes aussi dans l'usage de notre logiciel, de les écouter, parce que c'est une richesse incroyable, il y a une remontée du terrain et d'expertise qui nous permet de toujours aller encore plus vite dans les évolutions qu'on mène. Donc voilà, donc 2 services, il me semble, complémentaires. Alors, on a parlé de transition énergétique des parcs auto. Donc, quand on dit transition énergétique, on évoque nécessairement la RSE, les politiques sociétales et environnementales des entreprises. Est-ce que c'est quelque chose qui est de plus en plus partie prenante dans la gestion d'un parc, ou ça reste, on est aux prémices, on est au début, ou est-ce que vraiment le process est enclenché? Ouais, Stéphane, si tu veux répondre. Oui, Qui veut donc répondre? le RSE,
il a toujours été présent dans les gestions de parc, notamment au travers de la prévention des risques, parce que le risque automobile, ça reste la première cause d'accident mortel en termes d'accident du travail. Donc, il a toujours été présent. Néanmoins, on voit que la part environnementale liée aux réductions des gaz à effet de serre devient prépondérante. Et c'est pour ça qu'ils font une entrée, on peut dire, fracassante dans les sujets de car policy et autres, parce qu'il y a de plus en plus de règles liées dans la construction des car policy liées aux critères environnementaux, sous la pression des salariés, sous la pression des pouvoirs publics, des consommateurs. Le RSE a un pouvoir de plus en plus fort pour définir ce qu'est la politique automobile, voire mobilité d'une entreprise. Alors ça, c'est le constat. Et concrètement, on y répond comment? Alors, qu'est-ce on qu'on y répond pour les accompagner? Déjà, le principe, c'est de se dire qu'est-ce qu'on peut faire dans le marché. Et on s'aperçoit très vite qu'il y a beaucoup de contraintes parce que globalement, la route est assez vite tracée vers le choix du véhicule électrique en France, hein, puisque d'un point de vue CO2, c'est celui qui a l'impact le plus positif entre diesel et essence et véhicules électriques. Mais très vite, il y a beaucoup plus de contraintes de gestion et c'est là-dessus qu'on travaille avec GAC notamment, sur adapter les pratiques de gestion, les outils et fournir de l'information qui va permettre de réussir cette transition énergétique. Alors sur les outils justement, Mathieu Échalier, on parle de plus en plus d'introduction de l'intelligence artificielle dans la gestion de parcs auto. Alors est-ce que c'est quelque chose, c'est un mot qui fait rêver ou concrètement ça existe déjà et sous quelle forme et ça sert à quoi et pour qui? Oui, écoute, je pense qu'on en est quand même un petit peu dans les prémices. On va y revenir dans 2 minutes. Si je peux me permettre également de partager moi mon retour par rapport au RSE, la question de tout à l'heure. Nous, quand on discute avec nos clients, en fait, on se rend compte que certes, ils agissent éventuellement par contrainte ou par incitation fiscale, mais on voit de plus en plus que tous les acteurs, Stéphane vient de le citer, que ce soit certes le conducteur, la pression du conducteur, les gestionnaires au quotidien, les acheteurs, les dirigeants, en fait, tout le monde s'aligne sur ce respect de la planète et sur leur motivation à améliorer le comportement de cet axe qui est leur flotte automobile. Donc, moi, ce que je vois, c'est un alignement naturel de tous les acteurs, de toutes les parties prenantes dans ce process. Pour revenir à la question, effectivement, qu'est-ce qu'apporte l'intelligence artificielle? En fait, j'ai envie de répondre par qu'est-ce qu'apporte la capacité de calcul des ordinateurs. Depuis que j'ai créé GAC, en tout cas, moi, je suis venu dedans pour apporter un service pour que les ordinateurs, les serveurs puissent aider, assister les gestionnaires sur des tâches chronophages, sur des tâches qu'ils ne peuvent pas faire parce qu'elles sont trop complexes. Donc, l'IA, on y vient doucement. J'ai quelques exemples en tête qui nous amènent progressivement sur de l'IA. La vraie IA, on n'y est pas du tout. Les experts sont unanimes là-dessus. Donc, la vraie IA de celle de dans 20 ans, elle est vraiment réservée à 20 ans. Et on va voir comment on y va progressivement. Que je peux me permettre d'introduire, pour positionner l'IA, ou plutôt cette capacité de calcul. Je prends souvent un exemple des grilles de fluidité que les gestionnaires pratiquent, quelques gestionnaires pratiquent. C'est-à-dire les changements de tarifs au fur et à mesure. Exactement. La grille de fluidité, elle n'est pas. Je pense que vous savez tous comment elle fonctionne. Hein, des couples et des pas de durée qui évoluent, des pas de distance qui évoluent. Et puis, chaque montant, chaque loyer est déterminé à l'avance. Je prends une grille de fluidité juste avant de rejoindre la conférence. Il y a 13 226 cellules à analyser dans l'Excel. Si vous voulez analyser 13 226 cellules à la main, bah, écoutez, bon courage. Donc là, on voit bien l'intérêt d'avoir une capacité de calcul qui va, en une fraction de seconde, analyser ces 13 226 cellules et qui va sortir le couple optimum selon un axe. Et c'est là où l'IA, qui est une technologie apprenante, une technologie qui s'adapte, va également introduire une deuxième couche
de service. Parce que si c'est juste analyser le point bas, le loyer le plus optimum financièrement, un simple algorithme sans intelligence va pouvoir le sortir. L'IA va venir apporter d'autres couches. Est-ce que c'est vraiment le point bas qu'on cherche? Est-ce que c'est d'aligner parfaitement la loi de roulage du collaborateur? Est-ce que c'est éventuellement payer un peu plus cher, mais à la fin, à la restitution du véhicule, on va pouvoir se retrouver, donc considérer le coût global. Voilà, plusieurs éléments. Donc, capacité de calcul pour analyser les 13 226 cellules. Et puis, d'autre part, des guidages, des aides aux gestionnaires pour identifier le meilleur coût dans le cadre d'une analyse de coût de durée-distance. Alors, ces grilles de fluidité qui seront aidées quelque part par l'intelligence artificielle pour les rendre plus faciles, plus souples, etc. Ces grilles, elles sont destinées aux flitteurs, aux loueurs longue durée ou aux gestionnaires de parc avec une appli spécifique? En fait, nous, on essaye de se positionner des deux côtés parce qu'on a des très bons partenariats avec les flitteurs, enfin les fournisseurs, les flitteurs ou les loueurs. Et puis, on est toujours au service et on écoute. Les premiers qu'on écoute sont les gestionnaires parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, notre souhait il est d'améliorer leur quotidien, de leur mettre à disposition des fonctionnalités, de leur mettre à disposition des services qui vont faire qu'ils vont être plus forts, qui vont pouvoir aller creuser d'autres sujets que des sujets chronophages, et puis de les emmener sur ce que nous on appelle une gestion à valeur ajoutée. Donc, on essaye de travailler avec chacun, de trouver l'optimum, la solution et la position qui convient le plus à chacun. Là, c'était un exemple, hein, la grille de fluidité, on est éloigné un petit peu du RSE, mais c'est un exemple pour illustrer l'intérêt de l'IA et les socles de l'IA. L'IA, c'est une capacité de calcul, à mon sens, et une capacité de calcul qui sait s'adapter, qui sait apprendre, qui sait être autonome. Donc, ça permettra, par exemple, à mieux définir ou redéfinir ou améliorer sa carte policy, sa politique automobile en réduisant le kilométrage, peut-être, la taille des véhicules, etc. L'IA permettra à des gens qui font du conseil de faire tout ça? Tout à fait. L'IA, pour moi, à mon sens, c'est donc, encore une fois, des technologies. La technologie seule, on va le voir dans 2 minutes, et c'est pour ça qu'effectivement, avec Stéphane et avec l'équipe d'Olson, on décide d'associer au point de départ une vraie intelligence humaine qui va savoir lancer les algorithmes d'IA. L'IA, quand on prend l'IA toute seule, aujourd'hui, je pense qu'en 2020, c'est de la technologie, j'ai envie de dire, de la technologie un petit peu bête. Il faut la lancer, il faut lancer ces algorithmes d'apprentissage. On est dans des technologies de machine learning, une machine qui apprend petit à petit. Quand vous êtes bébé, vous apprenez à entendre votre mère qui vous dit je t'aime et après vous associez le mot je t'aime à une douceur. C'est la même chose avec un ordinateur. Malheureusement, il ne surprend pas la douceur, mais il faut lui apprendre. Il faut lui répéter plusieurs fois, il faut l'orienter pour que ces algorithmes apprennent. Donc, on a une notion d'apprentissage. Et l'apprentissage, aujourd'hui, on n'a pas trouvé mieux que l'être humain pour guider un ordinateur à apprendre. Et ensuite, il y a des notions également d'optimisation. Et là, c'est pareil. On va s'appuyer et fait très bien avec Olson, sur l'expertise et sur la connaissance des gestionnaires ou des experts comme Olson. Alors, si aujourd'hui on devait définir les principaux critères ou les principaux items sur lesquels, parce qu'on peut pas, l'intelligence artificielle ne peut pas travailler sur tout en même temps, ce serait quoi pour la gestion de parc, les critères ou les items principaux sur lesquels il faut apprendre à la machine à être plus souple, plus véloce, plus efficace? On peut citer l'exemple de la prévention des risques, puisqu'on est dans le thème du RSE. C'est le premier sujet qu'on a abordé. Aujourd'hui, on voit qu'il y a un grand écart en termes de maturité sur le sujet d'une entreprise à l'autre. Globalement, sur les risques routiers, la prévention des risques, dans certains secteurs d'activité, ça a toujours été au cœur des préoccupations, notamment les secteurs industriels. C'est moins le cas pour les sociétés de services, alors que c'est un risque majeur en termes de coûts, évidemment.
mais surtout en termes d'humains, hein, puisque là, on essaye de prévenir des risques corporels. Donc, il y a peu de sujets il y a peu d'investissements sur le sujet parce qu'on demande toujours du ROI face à un investissement, alors qu'il y a un évitement de risque très important à travailler sur le sujet. Donc, le premier cas qu'on a voulu traiter, c'est justement sur le risque routier. Et on a appris aussi, puisque moi, je n'avais pas l'habitude de travailler sur les principes d'intelligence artificielle. Donc, la première chose, c'est qu'il faut nourrir l'algorithme de beaucoup de données. Donc, pour reprendre l'image du bébé que Mathieu a cité, il faut le nourrir de données. Donc, il faut récupérer des flux d'informations auprès de tous les fournisseurs concernés. Des données sur les comportements routiers, des données sur la sinistralité, sur le type de véhicule, l'âge du véhicule, les caractéristiques des véhicules, les comportements de conduite. Et sur cette base-là, l'algorithme, l'intelligence artificielle, est capable d'identifier des profils types et de définir des caractères prédictifs dans la survenance d'un sinistre. Donc, on intègre les données du client. L'algorithme, ensuite, il vient classifier tous les couples conducteurs-véhicules pour dire s'ils sont dans un groupe de conducteurs à risque, fort, moyen, faible, ou au contraire très vertueux, et ce qui permet de classifier toute la flotte en fonction du risque d'avoir un nouveau sinistre. Bon, là où le travail s'arrête, c'est que l'IA, elle fait ce travail de classification. Par contre, derrière, elle ne propose pas les moyens de travailler. Elle dit, bon, là, il y a un risque, mais il faut trouver des solutions adaptées. C'est là où le rôle du gestionnaire de parc a toute son importance. C'est qu'une fois qu'on a identifié qu'il y avait un sujet à traiter, grâce à la donnée, le gestionnaire de parc, il doit mettre en œuvre la politique qui va permettre d'améliorer les choses. Voilà. Il ne suffit pas de constater le problème, il faut mettre en œuvre, et c'est souvent ce rôle très opérationnel qu'on attend d'un responsable de parc. Alors sur la sinistralité, pour nourrir la machine de données, vous travaillez avec les données des entreprises ou les données des courtiers et des assureurs? Oui, Où vous travaillez? le positionnement de GAC Technologies, je l'avais dit en introduction, consiste effectivement à collecter les données des fournisseurs de nos clients pour accompagner nos clients, permettre à nos clients de faire leurs propres analyses sur leurs propres données. Mais on ne s'arrête pas là. En fait, on essaye d'enrichir ces données, soit de données de type open data, des données qui sont de plus en plus disponibles, rendues disponibles par les administrations publiques, par des services de météorologie ou de choses comme ça. Et puis, on essaye également de compléter tout ça avec du web scrapping, des données qu'on va pouvoir aller également scraper sur le web. Je pense que tout le monde me suit. Donc, l'idée, elle est effectivement de collecter et de nourrir l'ordinateur de pas mal de données, parce que plus on va avoir de données, plus l'étape de profiling que Stéphane évoquait juste avant va être fine et va être représentative. Si vous travaillez effectivement sur, pour reprendre ma grille de fluidité tout à l'heure, sur que la partie haute de l'Excel, sur 5-6 cellules, vous allez pouvoir définir un vrai optimum. Si vous travaillez sur un nuage de pointe de 13 000 cellules, là, vous allez effectivement pouvoir aller trouver des informations plus fines. Donc, l'étape de profiling qui consiste à essayer de trouver des comportements et à essayer de déterminer des comportements représentatifs et qui vont se reproduire, sur lequel derrière, la machine va apprendre et va essayer de projeter. Cette étape de profiling, plus la donnée est riche, hétérogène et exhaustive, mieux c'est. Donc là, on est dans cette démarche depuis déjà plusieurs années, on continue. Et c'est tout le monde de l'IA, c'est pas GAC, c'est tout le monde de l'IA qui fait ça. C'est mise à disposition de données, nettoyage de données, qualification de données à nos data scientists qui travaillent effectivement sur ces projets, font ce travail à longueur de journée. Derrière, ils apprennent à la machine à organiser les données et à définir des profils. Alors Stéphane a évoqué tout à l'heure le gestionnaire de parc. Est-ce que l'intelligence artificielle qui va être de plus en plus performante avec le machine learning va au final peut-être prendre la place du gestionnaire de parc ou ça va le remplacer? Il n'y en aura plus besoin puisque la machine saura trouver la solution, ou est-ce qu'au contraire ça va l'aider et ça va renforcer son métier? Qui veut répondre? Bon, alors, moi je suis plutôt persuadé que ça va renforcer son métier. Néanmoins, il faut avoir conscience que les enjeux liés à l'automobile
alors c'est une banalité ce que je veux dire, mais le métier de la gestion de parc, il se complexifie quand même d'année en année. On voit que la logistique la gestion de la logistique, le nombre de prestataires à gérer augmente d'année en année. On est dans une gestion de plus en plus fine, avec des contraintes de marché beaucoup plus fortes. Et là, on rentre dans un nouveau monde où on va intégrer des nouvelles énergies avec de nouvelles contraintes. Et quand on pense juste au fonctionnement du véhicule électrique, très vite, on comprend que un gestionnaire de parc, son métier, il va pas se simplifier, il va plutôt être de plus en plus compliqué, mais pour le réaliser, il va avoir besoin de traiter de plus en plus d'informations. Et que ce traitement d'informations, il peut pas se faire à la main, il est forcément fait par des outils. Donc, tout le sujet pour le gestionnaire de parc, c'est de s'approprier ces technologies qui vont être mises à disposition par des sociétés comme GAC Technologies pour réaliser leur métier et pour éviter que ça soit finalement un tiers qui reprenne toute la brique entière de la gestion. Il faut monter en compétence sur le sujet. Et c'est ce que propose ce type d'outil, c'est de mettre l'intelligence artificielle à disposition des gestionnaires. Et je trouve que le sujet de l'électromobilité, quand on regarde dans le détail ce qu'il va falloir gérer pour que ça fonctionne, on comprend assez vite que c'est des outils qui vont être utiles. Si je peux expliquer en quelques mots sur l'électrique pourquoi on pense que l'IA va être importante, c'est que l'enjeu de réduction des gaz à effet de serre va passer par le véhicule électrique et mettre en place des véhicules électriques pour tout gestionnaire qui l'a fait, il sait que c'est pas si simple parce qu'il va falloir lutter contre des réticences, contre des craintes qui ne sont pas toujours avérées. Et donc, il faut intégrer un nombre incroyable de nouvelles données comme la charge de départ du véhicule, les pics de roulage, les vitesses sur les trajets, la météo, est-ce qu'il fait très froid, très chaud, tout ce qui va jouer sur la capacité du véhicule à finir le trajet et à réaliser le service pour lequel il a été souscrit, c'est-à-dire rouler et amener de la marchandise ou un conducteur. Et pour anticiper tous ces facteurs, il faut des outils parce qu'on peut pas tout modéliser dans sa tête et avoir tout prévu, surtout quand on gère des parcs d'une certaine taille. Donc c'est l'exemple typique de l'intérêt de l'IA pour un gestionnaire. On donne des outils, on donne des infos, mais derrière c'est à lui de décider. C'est à lui de décider de ce qu'il doit faire, quel véhicule pour quel trajet, quel type de véhicule. Et donc, on est en train de passer d'une gestion qui était quasiment sans couture pour le conducteur avec le véhicule thermique à une gestion qui est beaucoup plus compliquée pour le conducteur avec le véhicule électrique, à une gestion avec couture parce qu'on passe d'une infrastructure de recharge à domicile, sur site, en itinérance, un véhicule qui répond pas à tous les besoins pour l'instant. Et donc, le rôle du gestionnaire, ça sera de reconstruire une gestion sans couture pour le conducteur, mais qui pour lui aura un certain travail à réaliser pour y arriver. Alors ça, c'est le problème du véhicule électrique, mais donc les parcs vont pas s'arrêter à l'électrique. Aujourd'hui, on a les carburants traditionnels, on a un petit peu de gaz, donc on a l'électrique. Alors déjà, il faut pouvoir, pour le gestionnaire de parc, lui comparer des TCO et lui dire qu'est-ce qui est le mieux pour lui. Et là-dessus, et puis après, va arriver, alors pas tout à fait tout de suite, mais sauf sur les véhicules lourds, ça va arriver plus vite. Il y aura en plus l'hydrogène. Donc l'intelligence artificielle permettra on avait les grilles de comment Mathieu Echalier évoquait les grilles de fluidité, on pourra faire des TCO selon l'énergie, quoi. Est-ce que ça permettra de faire ça? Oui, c'est tout notre défi, c'est tout ce à quoi on s'attaque. Stéphane vient bien de l'exposer et je suis complètement aligné avec ça. L'intelligence artificielle ne va absolument pas remplacer un gestionnaire, il va continuer à l'aider parce que son métier change, parce que le monde autour de lui change. Donc, pour reprendre vos propos, Yves, ils sont en train de muter, les parcs sont en train de muter, mais ça ne va pas se faire comme ça au 1er janvier 2020. Ça ne s'est pas fait au 1er janvier 2020 et la loi LOM va inciter. Mais en attendant, il va falloir continuer à gérer. Nous, on a 300 000 véhicules là aujourd'hui. On a fait une petite analyse d'ailleurs. La période autour de la mise en place du WLTP, on est passé de 98% de part de notre parc, des 300 000 véhicules, 98% étaient en diesel. Je ne sais plus, je crois que c'était en septembre dernier, la situation en septembre dernier, et là on est à 84. On a encore 84% de diesel. Donc il va falloir continuer à les gérer pendant encore 2 ans et demi, 3 ans,
Et pareil, ils ne vont pas disparaître. Donc, on a bien nos gestionnaires qui, malheureusement, vont devoir continuer à gérer le quotidien, à gérer des véhicules. Vous ne changez pas toute une gamme de véhicules chez nos constructeurs. Et puis, en même temps, on va leur demander d'introduire les fameuses trottinettes, d'introduire les crédits mobilité. Donc là, c'est à nous de leur apporter un maximum d'outils pour venir les emmener sur des nouveaux métiers, sur des nouveaux modes de calcul, sur des nouvelles euh, apprentissages ou détermination de TCO, comme vous l'évoquiez à l'instant. Donc, c'est pas évident parce que non seulement il y a de l'asset matériel en grand nombre, hein, 100 000 véhicules, c'est juste notre base de données, mais j'ai envie de rajouter aussi une dimension, c'est qu'il y a du change management. Quand vous êtes gestionnaire, vous avez appris depuis des années à définir une car policy voilà, sur un axe, j'en sais rien, sécuritaire ou sur un axe financier. Et là, en fait, petit à petit, il faut introduire des choses. Et puis, vous avez en plus une période de transition pendant laquelle il faut gérer, j'ai envie de dire, les deux modes. Donc, il y a un sacré défi et bah, à nous d'essayer de les accompagner, tous ces gestionnaires, en leur donnant des petits outils pour leur faciliter la tâche. Alors, est-ce que c'est pas plus compliqué aujourd'hui, dans le sens où, et c'est là qu'ils ont besoin d'aide, dans le sens où effectivement l'introduction des nouvelles énergies, bon, dont l'électrique, on voit que ça progresse comme ça, un petit effet d'accélération, bouscule tout en termes de TCO, puisque dans le TCO, il y a la valeur résiduelle. Et les valeurs résiduelles des électriques, elles sont plus ou moins bien maîtrisées. Et quand elles arrivent en nombre, ça change les valeurs résiduelles des essences et surtout des diesels. Et ça chamboule les dés, sont à nouveau sont rejetés sur la table. Hein. Ouais. Ouais, et là-dessus, pardon Stéphane, je vais te laisser intervenir, mais moi, ce que je voudrais juste glisser, c'est que je suis désolé pour ceux qui attendaient éventuellement une grande annonce. Oui, ça y est, on a l'outil miraculeux et magique qui fait tout le calcul pour tout le monde. Non, ça évolue tellement vite. En fait, on est nous-mêmes dans une phase d'apprentissage. La collaboration qu'on mène assez bien avec Colson depuis plusieurs mois maintenant, le module de prévention des risques, on est en train de le mettre au point. L'introduction, les batteries, je voyais que Tesla publiait hier là, des premiers chiffres sur des pertes de capacité de leur batterie. C'est la toute première fois qu'un constructeur publie des chiffres sur la perte de capacité. Et ça, c'est intervenu le 15 juin 2020. En fait, ce que je veux dire, c'est que voilà, on apprend en marchant en ce moment et on essaye de mettre au point des outils. Il y a 2 ans, on avait annoncé mileage cleaning et d'optimisation financière dans nos outils. On l'a mis en place. Je peux garantir que ce n'est pas utilisé quotidiennement, mais c'est en place dans nos outils. Et là, avec typiquement avec Dobson, on a ouvert un chapitre qui est la prévention des risques routiers. On en ouvre un deuxième sur effectivement l'introduction des véhicules verts. Et c'est pareil, et l'équipe Dolson et nous-mêmes et nos clients, on, on découvre le livre en tournant les pages. Alors, je suis désolé, il va falloir tourner encore une page parce qu'après la sinistralité des parcs et les véhicules verts, on va arriver à la nécessité d'introduire des nouvelles briques de la mobilité, c'est-à-dire les forfaits mobilité, peut-être de la micromobilité, peut-être de l'intermodalité, voilà, pour pouvoir calculer, alors là, aller au-delà du simple TCO et aller à la gestion du déplacement du collaborateur, c'est-à-dire l'ensemble de sa mobilité. Ouais. Et ça, c'est un chantier qui est encore trop loin, où vous Non, savez c'est que ça va pareil. venir, mais c'est trop loin. Non, non, c'est pareil. On a des prémices aussi. Donc, on avait mis au point il y a 2 ans un premier crédit mobilité avec nos clients qui, pour prendre une expression familière que j'aime bien, qui casse pas de pattes à un canard, mais qui rendait service à ce client, qui lui permettait de suivre les sommes allouées à ses collaborateurs. On travaille, nous, de plus en plus avec la Belgique, hein, où ils ont leur plan cafétéria, qui est leur crédit mobilité, qui est très institué, qui est depuis maintenant plus de 2 ans. Donc c'est pareil, on introduit, on avance sur cette ressource. Toutefois, ma vision des choses, pour pratiquer pas mal de gestionnaires ou d'acheteurs, c'est qu'ils ont actuellement, ils ont pas mal de sujets concrets à traiter
ils doivent se dépatouiller de leur diesel, ils doivent répondre à un conducteur qui attend son SUV, ils doivent introduire la réglementation WLTP parce que leur directeur financier leur demande. Ce que je veux dire par là, Alors c'est pour les éditeurs, pardon Mathieu, le WLTP, c'est la nouvelle norme d'homologation des véhicules qui définit le taux de CO2 de ces véhicules. ouais, qui est très complexe parce que vous changez une peinture, ça a un impact sur votre TVS. Donc là aussi, il a fallu une puissance de calcul. Mais au-delà de la puissance de calcul, je peux vous garantir qu'il y a des gestionnaires qui sont complètement paumés par rapport à ça et des dirigeants qui ne comprennent pas. Putain, changer une peinture et ça change ma TVS. Donc voilà, je reviens aussi sur mon change management de tout à l'heure. Et ce que je voulais répondre à la question, Yves, c'est qu'il y a certes des nouveautés qui arrivent, de la multi-mobilité. Il faut qu'on y réponde. Il faut qu'on arrive à intégrer des catalogues de grilles horaires de train, de métro, de stations de vélo et de stations de trottinettes ou de localisation de trottinettes. Bien sûr, il faut qu'on y vienne. Mais je pense que c'est une part qui est encore aujourd'hui infime par rapport à la masse complète qu'un gestionnaire et qu'un acheteur a à gérer dans sa flotte. On parle bien de flotte d'entreprise aujourd'hui. Mhm. Alors, est-ce que ça veut dire que demain, est-ce que le gestionnaire, pour vous, le gestionnaire de flotte, il devient gestionnaire de la mobilité ou il reste gestionnaire de flotte dans un pool mobilité? La tendance, vous la voyez comment? Je pense qu'on aurait les deux cas, parce qu'il ne faut pas oublier que les besoins ne sont pas du tout les mêmes d'un collaborateur à l'autre. Et aujourd'hui, on voit que les politiques mobilité, c'est surtout répondre à des populations différentes dans le cadre d'une entreprise. Mais évidemment, que je sois en zone urbaine, en zone rurale, que mon métier, ça soit de me déplacer ou pas, ça change tout dans l'appréhension qu'on a du véhicule ou non. Donc, on est en train de créer de la complexité et je suis tout à fait en phase avec ce que Mathieu dit, c'est que les nouvelles mobilités, c'est 1 ou 2% des populations mais néanmoins, c'est 50% des discussions qu'on a. Donc, c'est un sujet très important. C'est très important aussi de le faire parce que chaque fois qu'on enlève une voiture, c'est quelque part une bonne nouvelle parce qu'on contribue à réduire l'empreinte carbone de l'entreprise. Donc, chaque fois qu'on ne donne pas une voiture à quelqu'un qui n'en a pas besoin, c'est bien. Chaque fois qu'on se déplace moins, c'est une bonne pratique, mais c'est à la marge pour l'instant. Et donc, le travail d'avant est toujours là et on est en train de rajouter une couche de travail qui est la gestion de ces nouvelles mobilités, qui représente un petit enjeu économique pour l'instant, qui va venir en augmentant, mais qui représente une grosse charge de travail, parce que comme tout sujet, il y a toujours une partie fixe, et là, comment on appréhende le nouveau sujet, comment on l'intègre. Donc ça demande un assez gros investissement en termes de temps de travail des gestionnaires. Par contre, c'est pour gérer des tout petits volumes. Donc, il faut trouver l'équilibre. Sur le sujet, Mathieu? Oui, mais ce que j'évoquais juste avant, on essaye d'accompagner, on essaye d'écouter, on essaye de répondre et d'innover, puisque c'est une de nos trois valeurs chez GAC, hein, l'innovation. Euh, Maintenant, effectivement, il faut réussir à équilibrer là où les gestionnaires attendent des fonctionnalités, de l'assistance d'un logiciel pour gérer les 95% de son parc, avec les efforts qu'on va consentir sur 5% ou sur une innovation. Mais ma grande difficulté à moi, elle est de continuer à rendre service, à aider à assister un gestionnaire, parce que c'est pour ça que j'ai monté GAC dans son travail quotidien, mais aussi de ne pas enterrer des innovations. Si on n'arrive pas à leur fournir la petite fonctionnalité qui va permettre de gérer facilement euh, des vélos d'entreprise, en fait, les vélos d'entreprise vont jamais prendre. Je vais avoir ma part de responsabilité dans l'échec de la prise des vélos d'entreprise. Donc, il faut que j'arrive à équilibrer dans mes efforts et dans mes équipes le temps imparti à l'innovation et le temps imparti au quotidien. Alors, une dernière question avant de prendre les questions des auditeurs. Est-ce que tous les deux, vous opérez à l'international et où? Alors, je sais que Mathieu a évoqué la fameuse cafétéria belge. Donc, a priori, vous opérez en Belgique, mais vous opérez dans quel autre pays? Et pareil pour Stéphane. Je vous promets, hein, on ne va pas prendre que des cafés en Belgique. Mais c'est incroyable, c'est ce Crédit Mobilité qui porte le nom de Plan Cafétéria. Je n'ai jamais compris. J'ai demandé à mes amis belges, mais je n'ai jamais compris.
Donc nous, oui, on se déploie en fait sur l'Europe limitrophe, ce que j'appelle l'Europe limitrophe, hein. On a quelqu'un au Benelux, là, et effectivement, la Belgique, la Hollande et le Luxembourg répondent vraiment avec grand intérêt pour notre logiciel. On est présent également en Suisse, en Italie et en Espagne. Voilà, donc, vous voyez, aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est la petite couronne européenne. Mais chez GAC, il va étape par étape. On n'est pas trop gourmand et voilà, je suis sur ce principe de maîtriser ou de tester la façon dont j'aborde ces pays qui ont chacun leur particularité. Hier, j'étais avec des Suisses au téléphone et en fait, ils n'ont pas la même recherche que celle qu'on connaît bien en France. Et comme c'est pareil, le service de collecte de données, de collecte de fichiers là, que nous opérons pour le compte de nos clients, c'est pas quelque chose avec lequel ils sont habitués. Donc, à nous de les éduquer. Voilà, c'est une aventure passionnante. L'international est une aventure passionnante. Stéphane, Olson, c'est français, Olson? Non, c'est français, même si le nom peut prêter à confusion, non, c'est français. On est principalement en France, on fait des missions au niveau international sur des définitions de car policy, définitions de politique automobile. Néanmoins, ce que je peux dire, c'est que sur le sujet automobile, la sensibilité aux véhicules est différente d'un pays à l'autre et donc se prête finalement pas tellement à l'approche internationale. Il peut y avoir une couche de négociation, des accords internationaux, mais ça reste un sujet assez local. D'accord. Bon, Brice, on passe aux questions des auditeurs, s'il te plaît. Oui, bonjour à tous. Alors d'abord, on va démarrer avant une question par peut-être un compliment d'un spectateur en matière de RSE. Ce qui était difficile, c'était de s'appuyer sur un outil fiable, ce qui n'est désormais plus le cas. Voilà, donc démarrer déjà par cette note très positive. Grâce à GAC, alors. Grâce à GAC. Sur les cas d'usage de l'IA, un internaute nous dit également la possibilité d'affiner les coûts de détention afin de pouvoir comparer les coûts d'usage en fonction des typologies d'utilisateurs et proposer des solutions alternatives. Vous avez entendu, Mathieu? Oui, le sujet d'adapter l'énergie aux collaborateurs est très important. Pour l'instant, ça reste une vue de l'esprit, hein, parce qu'on est surtout sur des véhicules thermiques. Donc, passer du diesel à essence, c'est uniquement un sujet de coût. Enfin, c'est un sujet environnemental, mais c'est un sujet de coût. Passer à l'électrique, très vite, vous rentrez dans un usage, mais où est-ce qu'il roule? Est-ce que les trajets sont plutôt sur autoroute, trajets urbains? Est-ce que j'ai des pics d'usage élevés ou est-ce que mon roulage est stable dans l'année? Est-ce que j'ai la possibilité de recharger au quotidien? Et là, il faut s'accrocher pour répondre à toutes ces questions parce que la donnée soit n'existe pas, soit, en général, elle n'existe pas, soit elle est difficile à agréger. Et c'est là où on pense qu'il y a une vertu à s'appuyer sur un outil comme GAC Technologies ou sur l'IA pour justement identifier sur chaque profil de conducteur quels véhicules vont être adaptés à son profil en termes d'usage, mais aussi en termes de coût. Et alors, bien sûr, en complément par rapport à la question, parce que la question était très orientée coût, là, Stéphane a une réponse orientée aussi énergie. En fait, nous, les algorithmes qu'on est en train de développer, vous vous souvenez, avec l'histoire du profiling, l'identification de profils au sein d'une flotte, etc., va parfaitement pouvoir être adapté à des analyses prédictives de coûts, pas nécessairement que d'énergie, puisque c'est souvent lié, mais ça peut être aussi passer un véhicule diesel à un véhicule essence ou l'inverse, ou passer d'une marque A à une marque B. Voilà, nos algorithmes vont aider, on l'espère, les gestionnaires à définir et à analyser des coûts prédictifs. Une autre question, Brice? Oui, autre question. Quand on pense à l'IA, évidemment, on pense aux véhicules autonomes. Est-ce un sujet sur lequel vous travaillez et comment les entreprises pourront-elles utiliser les voitures autonomes? Alors, bon, nous, en fait, on travaille pas du tout, hein, ce sont les constructeurs, hein, bien sûr, qui bossent sur le vrai logiciel de véhicules autonomes. Moi, ce que je constate, c'est qu'on en a énormément parlé dans les années 2016-2018, jusqu'à ce que la législation européenne fasse un très, très grand pas en avant. Et là, c'est bizarre, mais on n'en parle vraiment plus beaucoup. Je crois qu'il faudrait plus poser la question à des courtiers ou à des assureurs qui également avaient constaté des
taux d'accidentologie bien inférieur. Je finirai dans ma réponse, c'est de dire que nous, en tant que logiciel concentrateur de données, on travaille très étroitement avec les fournisseurs des boîtiers de véhicules pour remonter de la donnée la plus intelligente possible, la plus intéressante. À un moment, on me proposait de remonter la température du pneu. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, un gestionnaire ait besoin de la température du pneu. En revanche, il y a des données de maintenance mécanique ou d'alerte moteur qui peuvent intéresser un gestionnaire. Voilà, mais le véhicule autonome, je pense que ça relève quand même plus des constructeurs. Alors, je peux compléter une réponse, que j'ai lu un papier récemment là-dessus. Les Américains mettraient un frein au développement du véhicule autonome, lui préférant un conducteur robot ou un robot conducteur dans un véhicule classique. Bon, donc, il y a d'autres pistes qui sont à l'étude. Autre question avec la RGPD, est-il difficile de réfléchir à la prévention du risque sur le long terme? Alors, nous, on s'est pas mal penché dessus. Stéphane, tu pourras bien compléter, bien sûr, mais ce qu'il faut bien voir dans le mot RGPD, le P, c'est personal data. Donc, effectivement, le RGPD, que nos auditeurs ne se fassent pas avoir, ne mettent pas sous le terme RGPD l'intégralité des données. Et mettons bien que les données personnelles. Et je crois qu'en France, moi, justement, il pose la question de l'international. En France, on est quand même très protecteur de cette fameuse géolocalisation. Donc, effectivement, on remet une couche française au RGPD, je vous le rappelle, est européen, pour éviter d'avoir des informations de géolocalisation. Mais les autres informations, elles ne sont pas de type personnel. Et donc, du coup, on est très vigilant à maîtriser et à ne pas effectivement venir sur la notion personnelle, à respecter le RGPD. Mais attention, moi j'ai envie de bien signifier, ne tombez pas dans le panneau du RGPD et du coup de ne rien exploiter. Oui, je partage. C'est vrai que la manière dont on a travaillé, c'est dès le début, en fait, on s'est demandé ce qu'on avait le droit de faire et pas le droit d'exploiter comme données, parce que très vite, l'intelligence et la puissance de calcul permet par exemple, même s'il n'y a pas de géologue, si j'ai tous les points de passage du collaborateur dans les stations-service, les garages, les péages, je suis capable de retracer ses parcours quotidiens. Donc, il faut très vite réfléchir à l'anonymisation des données. Et c'était quasiment une des priorités de l'équipe de se dire comment on anonymise les données pour ne pas avoir ce type de difficultés sur le traitement des données personnelles. Alors, dernière question avec une réponse courte, puisqu'après on est obligé de rendre l'antenne. Dernière question liée à l'actualité, c'est le développement du télétravail ou le concept de zéro mobilité qui entre de plus en plus dans le champ de la réflexion en entreprise. Qui gérera cet aspect de la mobilité? Est-ce que ce sont les gestionnaires de flotte en tant que futurs gestionnaires de mobilité? Est-ce que les RH laisseront partir cette compétence? Quels nouveaux intervenants dans la chaîne de décision mobilité, par exemple les DSI? Est-ce que vous avez un avis sur cette question? Réponse très rapide, oui. Je pense que le monde n'est pas prédictible. On vient de voir que ce qui vient de nous tomber sur le coin de la tête, entre guillemets, personne ne l'avait prévu. Et oui, pour moi, ça va changer les choses. Et ça ne m'étonnerait pas que, comme chez un de mes clients, l'interlocuteur aille jusqu'à gérer effectivement toutes les notions de salle virtuelle, d'outils virtuels. Donc moi, je l'ai déjà chez un de mes 200 clients. Ça ne m'étonnerait pas que ça se répande un petit peu. Ok. Alors, j'ai parlé de rendre l'antenne, mais ça, c'est des vieilles expressions à moi. Maintenant, il faut libérer les ondes ou libérer le réseau. Donc, c'est ce qu'on va faire en remerciant Mathieu Échalier, donc directeur associé chez GAC Technologies, et Stéphane Montagnan, directeur associé chez Olson, qui nous ont accompagnés sur cette thématique de la politique RSE des entreprises et de l'intelligence artificielle. Merci à vous et à bientôt. Merci. Merci, Au revoir. au revoir.